Après l'inauguration du pont Blackburn, le 12 octobre 1924, financé par notre ville marraine Blackburn, le boulevard du Sud-Est a pris tout naturellement le nom de boulevard des Anglais. En ce lieu dit Port-le-Roi, où Louis XIV se baigna par 2 fois en 1654, une barque promène la petite famille. La ville envisage d'y construire une baignade, des bains froids. Le projet est bien avancé. Monsieur et Madame Provost vont devenir les gérants du nouvel établissement, qui comportera une buvette et une pâtisserie et un solarium. Il faut remarquer que l'exposition plein sud y est exceptionnelle. Le roi Soleil ne s'y est pas baigné là, par hasard. Et puis, c'est aussi un lieu agréable de promenade, près des grands moulins, près des anciennes fortifications de la porte de Paris. En août 1926, les gérants s'installent dans le nouvel établissement de bains froids, le Solarium de Port-le-Roi. Au 44 du boulevard des Anglais, à 100 mètres de Port-le-Roi, l'hôtel Normand accueille voyageurs et touristes qui peuvent aussi se restaurer à une excellente table. En se promenant tout au long du boulevard des Anglais, nous découvrons à perte de vue les étangs du Sud-Est et ses îlots de roseaux. Au fond, vers Flamicourt et tout le long de la berge, chemine la voie ferrée. Un panache de fumée et le bruit de la locomotive annoncent l'arrivée du train de 4 heures venant de Cambrai. Derrière les jeunes marronniers, les Hardines, entretenus jadis par des maraîchers professionnels, laissent place à des jardins ouvriers. Les légumes produits ici y sont toujours aussi excellents. Durant l'hiver, les propriétaires d'étangs s'adonnent à la chasse aux canards, en utilisant des appelants vivants enfermés dans des cages pour attirer les volatiles de passage, et aussi des leurres en bois flottant sur l'eau. Les soirs d'été, dans le quartier, surtout quand le temps est à l'orage, n'ouvrez jamais la lumière de la pièce alors que la fenêtre est ouverte. Vous seriez piqué par des nuées de moustiques. Et croyez-moi, ils sont légion dans les marais. Oublions ces petites bêtes et prenons un pot à la terrasse de l'hôtel Normand. Dans le même quartier, tout à côté de l'ancienne poudrière de Port-le-Roi, le pensionnat du Sacré-Cœur s'installe sur les terrains de l'école Sainte-Marie disparue. Le garage Lubin, boulevard des Anglais et rue des Naviages, vous présente la nouvelle voiture idéale, touriste et camionnette. Se pose sur tout châssis, prise et renseignements sur demande. Au 16 du boulevard des Anglais, l'enseigne de l'horlogerie-bijouterie de Madame Veuve Caron précise que la boutique assure les réparations et que c'est sa spécialité. Le Troupeau de l'eau et le CAM, déclassés par les militaires, deviennent étangs communaux. Les terrains du CAM, propriété de l'armée qui veut s'en séparer, ont été achetés en 1920 par la municipalité. L'origine du nom CAM est bien mystérieuse. Elle serait soit l'acronyme de camp ou centre d'approvisionnement militaire,
ou le nom donné à l'étang par le régiment de Cambridge, qui y aurait stationné après Waterloo, en souvenir de la rivière Cam qui coule sous les ponts de cette cité britannique de Cambridge. Le nom Cam, ou plutôt barrage du Cam, y est écrit pour la première fois pour désigner le bâtard-d'eau de Sainte-Radegonde sur une carte illustrant l'ouvrage de Gustave Ramon, publié en 1873. L'invasion en Picardie, siège de Péronne, 1870-1871. La ville de Maison-Carrée, en Algérie, devient marraine de Péronne et offre à sa filleule des subventions qui seront utilisées à financer le curage de l'étang et à transformer le terrain militaire en jardin public. Comme le dit Guy Savary dans son ouvrage, Péronne, la vie municipale entre les deux guerres mondiales et sous l'occupation 40-44, le CAM aurait dû s'appeler Promenade de Maison-Carrée. Le maire de Maison-Carrée, M. Touraine, lors de son conseil municipal du 23 février 1920, lit le courrier de remerciement adressé par son collègue de Péronne. En voici un extrait. « Je tiens à vous dire combien nous sommes reconnaissants à la ville de Maison-Carrée de tout ce qu'elle a fait pour nous, malgré les difficultés de l'heure. Nous avons reçu jusqu'ici un mandat télégraphique de 5 000 francs qui nous aidera à l'achat d'un terrain avec lequel nous voulons faire un jardin public et auquel nous donnerons le nom de jardin de Maison-Carrée. J'espère du moins que le conseil municipal acceptera ma proposition. Veuillez agréer, etc. Signé Charles Boulanger. La sous-préfecture est reconstruite avenue du Quinconce et inaugurée en 1928. L'avenue du Quinconce deviendra avenue Charles Boulanger par délibération du conseil municipal du 27 octobre 1936 en hommage à l'ancien maire décédé le 4 février 1928. Le docteur Charles Boulanger était déjà maire de Péronne avant-guerre. C'est lui qui reçut le président Raymond Poincaré à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à la ville le 12 juillet 1914. Après la guerre, de nouveau maire, il s'impliqua entièrement dans la reconstruction et la modernisation de la cité. Un monument le représentant, érigé par souscription publique en témoignage de reconnaissance, a été mis en place dans le hall de l'hôtel de ville le 15 mars 1929. Le socle surmonté du buste de l'ancien maire représente un ouvrier plaçant l'écusson des nouvelles armes de la ville relevé de ses ruines. L'avenue de la République. Cette voie récente part du château pour rejoindre la commune de Sainte-Radegonde, près de l'épicerie Velu. En poursuivant notre montée, nous arrivons au café Warmé. Des bicyclettes sont garées devant l'entrée. Ce cliché est à noter, Péronne, avenue de la République, vue prise du Quinconce. Mais en réalité, cette route se nomme officiellement avenue de Péronne, sur la commune de Halle-Sainte-Radegonde. Un peu plus haut encore, mais sur le territoire de Péronne, le nouvel hôpital-hospice est reconstruit dans les bois du Quinconce. Le 19 octobre 1930, Arthur Cottel étant le maire de la ville, le nouvel hôpital est inauguré sous la présidence de Désiré Ferry, ministre de la Santé publique, absent de la cérémonie, mais représenté par Henri Falco, sous-secrétaire d'État aux travaux publics. Avant le banquet très copieux et les discours très nombreux,
On inaugure aussi ce matin-là l'hôtel des Postes, déjà en activité depuis 2 ans, et la salle de gymnastique, près du CAM. Le directeur de l'hôpital, de la fenêtre de son vaste bureau, domine l'espace pavillonnaire qui compose le centre hospitalier. En effet, l'ensemble est composé de 9 bâtiments réunis par des galeries souterraines. Administration, hospice homme, hospice femme, médecine générale homme, médecine générale femme, chirurgie, maternité, services généraux, orphelinat, garçons et filles. Et aussi d'un jardin potager pour améliorer l'ordinaire des patients et des indigents de l'hospice, et d'un jardin d'agrément pour la détente et le bien-être de tous. À côté du jeu de pommes, seul survivant des bois et jardins du Quinconce, voici l'entrée de l'établissement de soins. Clos de hauts murs, c'est par ce porche que patients et personnels pénètrent dans l'enceinte de l'hôpital. Situé à l'angle des rues du Parchy et Clémenceau, et bien que fonctionnant depuis le 13 octobre 1928, l'hôtel des Postes n'est inauguré que le 19 octobre 1930, avec l'hôpital. La remise des clés du palais de justice aura lieu le 3 octobre 1932. Celui-ci sera construit rue Saint-Furcy, à l'emplacement de l'ancienne prison, elle-même bâtie à la place de la collégiale Saint-Furcy, détruite à la Révolution. Les restes très délabrés de la statue de Thémis, provenant de l'entrée de l'ancien bailliage, seront scellés au-dessus de la porte annexe du tribunal pour marquer la continuité de l'institution. Très délabré. Thémis n'a plus de tête. La statue de Thémis décapitée est un mauvais présage. Déjà menacé de non-reconstruction en 1920, combien de temps survivra en ces lieux le tribunal? Le hangar de l'ancien aérodrome du Quinconce est reconstruit après-guerre, mais l'installation d'une ligne électrique à proximité rendra les lieux inutilisables. Si l'aéroclub souhaite un terrain pour le sport aérien, la chambre de commerce ambitieuse souhaite un aéroport à Péronne. Le choix se porte sur un champ situé sur la commune de Flamicourt. Après un montage financier difficile et audacieux, payé en grande partie par la ville, le terrain est acheté et un hangar entièrement financé par la ville est construit. À l'occasion de l'inauguration de ce hangar, le 30 juin 1935, la société civile gérant l'aérodrome Gontran-Gonnet, nom de son premier président, décédé le 30 juin 1934 dans un accident d'avion, sollicitera la ville pour l'obtention d'une subvention de 3 000 francs qui lui sera accordée. Une stèle en hommage à Gontran-Gonnet, fondateur de l'aérodrome, sera érigée quelques années plus tard. Le 14 mai 1936, M. Decaux annonce lors d'une réunion du conseil municipal que l'armée de l'air projette d'acquérir des terrains à Mons-en-Chaussée pour la réalisation d'un champ d'aviation et demande au maire d'informer l'administration militaire pour qu'il ne nuise pas à l'aérodrome de Péronne-Flamicourt. La porte de Bretagne, côté ville. En 1931, la porte de Bretagne est restaurée. Ses toits sont maintenant très élégants. Ils ont perdu leurs 2 horribles cheminées et la nouvelle lucarne pointue est d'un aspect très agréable. Les dehors de la porte de Bretagne en 1931. Préservée du démantèlement peut-être par la guerre qui stoppa les travaux, outragée durant le conflit, la porte avec bonheur et bon goût a été relevée. Un coin des anciennes fortifications. La poterne du poste de garde.
À droite, on peut entrevoir le campanile du collège Saint-Simon. L'armée propriétaire du château le met en vente. La ville s'en rendra acquéreur en 1925 pour la somme de 20 000 francs, ainsi qu'une bande de terrain de 700 mètres carrés l'avoisinant pour 12 600 francs. On vient enfin de déblayer ces douves, celles-ci ayant servi à entreposer les amas de pierres et de briques provenant des destructions. On a bien cru que les fossés seraient comblés à jamais. En 1936, pour le 400e anniversaire du siège, le château est enfin prêt. Restauré, il perd ses toits et fenêtres. Ses tours vont être classées monuments historiques. Le château enfin restauré vaut bien une aquarelle selon Bardet. Partant de la forteresse, passant sous la poterne d'entrée du château et se dirigeant vers la place Saint-Georges, le cortège des fêtes de Marie Fourré aura fière allure. Sous la bienveillance du maire M. Louis Daudré, une fête de Marie Fourré est décidée pour les 4 et 5 juillet 1936. À cheval ou à pied, les très nombreux figurants en tenue du XVIe siècle portent pour certains les armes et blasons des défenseurs de la ville. La fête est un fantastique succès. Plus de 10 000 personnes se déplaceront pour assister au défilé. On en parle encore aujourd'hui. Détruit pendant l'occupation allemande, la statue en bronze volée, le monument du marin Delpa a été refait en 1933. Le marin, maintenant en pierre, est l'œuvre du célèbre sculpteur amiénois Albert Rose, qui réalisa, entre autres à Amiens, le monument de la tombe de Jules Verne. Soit, la statue élevée en 1909 à la mémoire du marin Delpa a été volée pendant la guerre. Mais pourquoi n'a-t-elle pas été réinstallée à l'identique, en bronze? Trop cher peut-être, ou présage annonciateur. En tout cas, les modèles ne manquent pas. À Berque-Plage, rue Tattegrain. À Quimper, place de la Tour d'Auvergne. Et puis aussi au Mans, où il se trouve encore. Notre jeune marin, Humbert Beauchaspeau, est l'un des 14 personnages du bas-relief conçu en 1885 par le sculpteur Aristide Croisy, à la gloire du général Chanzy. Très honoré avant-guerre, le culte du marin s'étiole, pour ne devenir qu'un lointain souvenir. Trop loin du centre-ville, la caserne disparue, il sera oublié des solennités. Au Mont-Saint-Quentin a été inauguré le 30 août 1925 un monument élevé par le gouvernement australien à la mémoire des braves de la 2e division australienne tombés sur le sol français. Présent lors de l'inauguration, le maréchal Foch, chef d'état-major des armées alliées, Douglas Haig, chef d'état-major de l'armée britannique, Charles Boulanger, maire de Péronne, Gontran Gonnet, conseiller général de la Somme. La statue représente un soldat australien, tête nue, terrassant l'aigle allemande avec sa baïonnette. Avant la cérémonie, tous ces messieurs avaient passé en revue les troupes françaises déployées en garde d'honneur.
Dans le cimetière anglais, à côté du cimetière communal, reposent en paix 1579 soldats britanniques et australiens tombés dans la région. C'est dans ce cimetière, aux coordonnées 1 à 21, que gît le sergent Adrian Frank Anderson, soldat australien mort pour la libération de Péronne le 2 septembre 1918. C'est aussi dans ce cimetière, au repère 2C32, que repose le caporal Alexander Henry Buckley, mort lui aussi pour la libération de Péronne, le 2 septembre 1918. Un autre cimetière sur la route de Paris, la Chapelette British and Indian Cemeteries, renferme les corps de nombreux coolies indiens et égyptiens travaillant pour l'armée britannique, ainsi qu'un nombre important de cavaliers et lanciers indiens. Les soldats britanniques, australiens et néo-zélandais y reposent aussi. Dans ce cimetière gisent 577 corps. Le monument aux morts de Péronne. L'œuvre de l'architecte Louis Faye, natif de Nurlu, a été inaugurée le 20 juin 1926 en présence du très populaire général Pau, ancien officier de la caserne de Péronne au 120e régiment d'infanterie de 1870 à 1879. Les noms des 121 Péronnais morts pour la France et des 36 victimes civiles y sont gravés dans la pierre. La journée d'inauguration du monument aux morts, le 20 juin 1926, a été bien remplie. Commencée à 10 h par une messe de requiem, elle se clôturera à la fin du concert de gala à 19 h. Le cortège partira à 15 h de la mairie provisoire, rue Saint-Furcy, pour se rendre avenue de la Gare, où se trouve le monument aux morts. Précédé par le drapeau national, le général Pau, accompagné du maire Charles Boulanger, du conseil municipal et de la population, passe devant l'hôtel de ville alors en reconstruction, pour se rendre au monument aux morts. La statue dominant le monument est l'œuvre du sculpteur Paul Auban. Les bas-reliefs sont de Paul Tenissant. Par son poing tendu vers l'horizon et agenouillée à côté de la dépouille d'un soldat mort, elle représente la picarde, maudissant la guerre. Certains ont cru y voir un thème antimilitariste ou pacifiste. Non, c'est le cri douloureux d'une mère, d'une épouse ou d'une sœur. La ville a pansé ses plaies, et bien qu'encore dans la mémoire des anciens, la Der des Der est un lointain souvenir. Après la victoire du Front populaire, les travailleurs obtiennent 15 jours de congés payés. Le décret est promulgué le 20 juin 1936. Tous n'en profiteront pas. Le chômage est important, mais l'espoir d'une vie meilleure ponctuée de loisirs, de tourisme, de sport et de plein air éclaire les visages. En 1936, à Péronne, le conseil municipal, en relation avec le Touring Club de France, conçoit une commission chargée d'étudier la création d'un terrain de camping. Outre-Rhin, un petit moustachu reconstruit secrètement depuis 1933, puis au plein jour à partir de 1935, l'armée allemande, au mépris du traité de Versailles. En mars 1936, ce petit moustachu devenu fureur demande à ses troupes d'occuper la Rhénanie.
toujours en violation du traité de Versailles.